l'histoire. Avec Franck Ferrand cet après-midi, nous plongeons au cœur d'une histoire effrayante. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Il y a quelques semaines, notre ami Nicolas Caro m'a signalé la parution d'un ouvrage dont s'est directement inspiré Bram Stoker pour créer le personnage de Dracula. J'ai invité Nicolas à venir nous en parler en compagnie de l'éditeur de cette curiosité, Dominique Borde. Et à titre de préambule, après tout nous sommes au cœur de l'histoire, comme vous le disiez Céline, je vais franchir encore quelques degrés dans l'horreur pour vous parler du vrai Dracula, le terrifiant, le très cruel Vlad l'Empaleur. Après quoi, vous répondrez à la question d'Adrien sur l'origine du terme feu que l'on emploie pour désigner les défunts. Eh oui, comme on dit par exemple feu Dracula. Mais non, on peut pas dire feu Dracula puisque Dracula est immortel. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. True Blood, Buffy, Vampire Diaries, The Gates, Moonlight, les vampires sont devenus incontournables. Après s'être emparés du cinéma et du roman, comment ne pas citer le succès planétaire de Twilight, ils vampirisent, si j'ose ce mauvais jeu de mots, les séries télé, au point de constituer un sous-genre à part entière, où les scénaristes jouent à l'infini sur un double frisson, frisson d'effroi, frisson d'érotisme. Tous ces jeunes gens aux dents longues sont les enfants, les cousins du célèbre Dracula, qui du reste, depuis cette année, fait lui-même l'objet d'une série. Il y a une série Dracula, carrément, c'est tout simple. Le personnage créé par Bram Stoker, il y a un peu plus d'un siècle maintenant, fait partie de nos vieilles connaissances. Le comte Dracula est dans l'imaginaire collectif ce vampire surdoué vivant dans un château de Transylvanie. Mais qui songe encore au véritable Dracula, ce prince sanguinaire, Vlad III de Valachie, dont l'ombre continue de planer sur le XVe siècle. Ce nom de Dracula n'est pas une invention de Bram Stoker, pas du tout. C'était en vérité le surnom de Vlad II. Vlad II est le père de Vlad III. C'est rare qu'on parle de ce genre de souverain, ce micro, mais voilà, comme quoi finalement la fiction peut parfois nous ramener à la réalité. Vlad II, on l'appelait Dracul, c'est-à-dire littéralement le dragon. Et son fils a donc hérité ce surnom. Voilà ce que nous dit Roger Delorme. La théorie la plus probable est que le qualificatif de Dracula, apposé au nom de Vlad III, signifiait qu'il était un chevalier de l'ordre du dragon, un ordre créé en 1418 pour la défense de la chrétienté. Vous savez qu'on est à cette époque passionnante dans les Balkans, dans cette partie du sud-est de l'Europe où l'Empire ottoman est en train de s'étendre, bien entendu, et est en train de gagner du terrain au détriment d'un certain nombre de puissances chrétiennes, bien entendu. Je continue avec mon explication. Vlad avait hérité le titre de son père, le prince Vlad II, qui avait régné de 1436 à 1447, auquel avait été décerné par l'empereur du Saint-Empire romain germanique, Sigismond Ier, cette décoration donc de l'ordre du dragon. Mais précisons tout de suite qu'une autre théorie dit que les contemporains de Vlad III l'avaient surnommé Dracula précisément parce qu'à leurs yeux, il était bel et bien le diable. Il était une incarnation de la bête avec un grand B. Alors, je viens de parler de la Valachie. Où sommes-nous? Dites-vous qu'on est dans le sud de la Roumanie. C'est le tiers sud de l'actuelle Roumanie. À ses frontières, il y a donc cet empire ottoman qui pousse, si je puis dire. Et puis à l'ouest, le pays, la région est bordée par la principauté, devrais-je dire à l'époque, est bordée par la Hongrie. À l'est, par la Moldavie. La capitale, c'est Targoviste. C'était une ville qui, au milieu du XVe siècle, était gigantesque. Celui qui a donc inspiré l'histoire de Dracula, c'est ce Vlad III, qui naît en 1431 et qui mourra en 1471, 43 ans seulement. C'est un bref passage pour faire autant parler de lui, car bien avant l'existence du personnage de roman, on peut dire qu'il a beaucoup fait parler de lui, cet empaleur, ce prince de Valachie.
Alors, je ne vais pas entrer dans ces détails, parce que franchement, là, pour nous, ça n'aurait aucun intérêt, mais dites-vous qu'il a été prince à 3 reprises, parce qu'on est à une époque de très grand désordre sur ce trône, et qu'il passe son temps à être détrôné, à reconquérir son trône, à le reperdre, enfin bon, il a été prince en 1448, puis pendant une période un peu plus longue, de la fin de 1455 à 1462, et puis donc à la toute fin de sa vie en 1476. On l'appelle en roumain Tepes, c'est-à-dire l'empaleur. Et ce surnom, semble-t-il, n'est apparu que largement, peut-être un siècle après sa mort. Pourquoi ce surnom ? Tout simplement parce qu'il passait son temps à empaler les gens, figurez-vous. Ah, ça vous fait rigoler, ça, forcément. C'est particulièrement vrai à la fin de son second règne, son vrai règne, si je puis dire, dans les années 1460. Il utilise à ce moment-là cette technique de torture de façon très très étendue. À l'hiver 1461, moment clé de son règne et de cette époque, Vlad III va monter une embuscade près de la ville de Giurgiu contre les Ottomans, qui étaient en train une fois de plus d'attaquer la Valachie. Vlad III va mener là une bataille incroyable, il remporte cette bataille, il contre-attaque, il va pousser assez loin jusque dans l'actuelle Bulgarie. Le problème, c'est que les Turcs ont une réputation extraordinaire. On a un peu oublié ça aujourd'hui. Cette peur de l'Ottoman, cette peur du Turc qui a animé tout l'Est de l'Europe pendant au moins 3 siècles. Faut pas oublier que les Turcs vont mettre le siège devant Vienne en 1529, ils y seront de nouveau en 1683. Enfin bon, ils en ont fait des poussées, si je puis dire. Et ils ont cette réputation d'être effroyables. Ce qui fait que les soldats en face, quels que soient les soldats que vous avez, ils ont peur, tout simplement. Et Vlad se dit que le seul moyen de surmonter la peur de ses propres troupes, eh bien, c'est de leur en procurer une plus grande encore. Alors, il va ordonner à son général, qui s'appelle Carolescu, de faire empaler ses soldats 1 sur 12, afin de montrer, c'est de la décimation, si vous voulez, afin de montrer aux autres ce qui les attend, s'ils refusent de se battre ou s'ils fuient devant les Turcs. Alors, le général proteste, il refuse. Ah ben, il va pas refuser longtemps. Vlad III commence par le tuer. Les autres officiers, à partir de là, ne discutent plus. On exécute les ordres et donc on prend au sort un soldat sur 12 et on l'embroche de part en part sur un pieu pointu sous les yeux révulsés de ses camarades. Vous imaginez les scènes, bien entendu. À partir de quoi, eh bien, les soldats de Vlad III vont avoir plus peur de lui que des Turcs. Et d'ailleurs, c'est terrible à dire, mais ça marche d'une certaine manière, cette entreprise de terreur. Les soldats de Vlad se lancent à l'assaut des Ottomans, on va dire avec une espèce de sauvagerie incroyable. Il faut imaginer des affrontements inouïs, des corps à corps terribles. Et au bout d'une demi-heure, il y a quand même 1 millier de Turcs sur le pavé, ou plus exactement sur la plaine. Et Hamza Pacha, qui est le représentant du sultan de Mehmed II, est tellement effaré par ce qu'il découvre qu'il décide de stopper le massacre. Il accepte sa défaite. Vlad III est donc victorieux. Il emmène son prisonnier sur une colline qui donc domine la plaine. Et là, que découvre-t-on ? Eh bien, on découvre une véritable forêt de pales. Il faut imaginer, c'est une vision d'horreur. Vlad III décide de laisser Hamza Pacha en vie, mais pas ses soldats. Voilà ce qui arrive à ceux qui perdent les batailles, dit le prince, avant de faire empaler tous les Turcs donc sous le regard de leur chef, afin qu'ils puisse ensuite aller porter la bonne parole. Hamza Pacha, en effet, n'a été maintenu en vie que dans ce but, qu'il puisse aller raconter à Constantinople ce qu'il avait vu et qu'il l'avait tant sidéré en Valachie. Alors certaines sources nous disent que Vlad III aurait quand même empalé Hamza Pacha sur un pied un peu plus haut que les autres, parce que quand même il était respectueux de la hiérarchie. Je pense que la première version est plus probable. Vlad III écrit une lettre au roi de Hongrie, Mathias Corvin, le célèbre Mathias Corvin. On est là en février 1462. Il dit « J'ai tué des hommes et des femmes, des vieux et des jeunes qui vivaient à Obručica et Novoselo, où le Danube se jette dans la mer. Nous avons tué 23 884 Turcs, sans compter ceux qui ont été brûlés dans leur maison et ceux dont les têtes ont été coupées par nos soldats. Par conséquent, votre grandeur, vous devez savoir que j'ai rompu la paix avec lui. Avec lui, c'est avec le sultan Mehmed II. »
en 1461. Ça fait déjà 2 ans que le pape, qui à l'époque est le pape Pie II, a lancé l'idée d'une croisade contre les Turcs. Et c'est là que se pose toute la question. On est au cœur d'un véritable paradoxe parce que, aussi cruel et aussi empaleur qu'il soit, Vlad III peut passer aussi pour un des défenseurs de la chrétienté. Franck Ferrand à Dracula. Alors, en Europe occidentale, on peut dire que Vlad III est considéré comme un véritable héros. C'est ce qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire qu'on est loin de connaître le détail de toutes ces exactions et que ce que l'on sait, c'est qu'il est l'un des rares à pouvoir s'opposer aux Turcs, qui jusqu'alors avaient pu être considérés comme véritablement invincibles. Nicolas de Modroussa, qui est le légat du pape, décrit ainsi le personnage. « Je rencontrais leur tyran », écrit-il, c'est un rapport destiné au pape. Il n'était pas très grand, mais râblé et fort, avec un aspect cruel, terrible, un nez droit, des narines dilatées, un visage mince et rougeau où les grands yeux verts bien fendus étaient ombrés par des sourcils noirs, broussailleux, qui les faisaient menaçants. Il avait les joues et le menton rasés et portait moustache. Les tempes gonflées augmentaient le volume de la tête que soutenait un cou de taureau encadré par les vagues d'une longue chevelure bouclée noire qui retombait sur ses larges épaules. On a l'impression de le voir et d'ailleurs on possède un certain nombre de portraits, toujours un peu naïfs comme dans cette région du monde à cette époque, un certain nombre de portraits de Vlad qui corroborent exactement la description qu'en donne le légat du pape. Il était, dit-on, d'une effrayante pâleur, ce Vlad III. Certains disent qu'il avait le visage diabolique et secret. Alors, à Constantinople, il en faudrait quand même davantage pour impressionner longtemps le sultan Mehmed II, bien entendu, qui décide, pour répondre à ce qu'il vient d'apprendre, de mobiliser une véritable armée de 60 000 hommes dont il va lui-même prendre la tête. Du côté valaque, on ne peut aligner qu'environ 28 à 30 000 hommes seulement. Vlad III va demander l'aide de la Hongrie. Il se tourne vers ses voisins. Il espère qu'on va venir à son secours, mais c'est en vain. Il est seul à devoir affronter cette marée de soldats turcs qui est en train de s'acheminer vers sa principauté. Le 4 juin 1462, Mehmet est là. Il s'apprête à lancer un assaut. C'est l'un de ses conseillers, le janissaire Constantin d'Ostrovitsa, qui raconte: quand la nuit a commencé à tomber, nous avons embarqué sur nos bateaux et descendu la rivière jusqu'à atteindre l'autre rive, plusieurs kilomètres en aval de l'endroit où l'armée de Vlad stationnait. On est sur les bords du Danube. Et à ce moment-là, chose inattendue, Vlad III décide de faire demi-tour, il recule. Ça, c'est intéressant parce qu'on parlait d'Hannibal l'autre jour et on a vu que Hannibal a largement employé ce type de tactiques, qui sont en quelque sorte des tactiques de guérilla. Même chose avec Vercingétorix dont je parlais l'autre jour. Il y a toujours, face à ces chefs inférieurs en nombre et bien décidés à gagner coûte que coûte, on pratique ce qu'on appelle la technique de la terre brûlée. C'est-à-dire que les armées se retire brutalement. En l'occurrence, Vlad se retire vers sa capitale, mais derrière elle, elle brûle les granges, les villages, les champs, on empoisonne les sources, on détruit tous les stocks de tout pour affamer, bien entendu, l'armée qui avance. Parce que ce qu'on oublie toujours, c'est que ces armées constituent des masses d'hommes impressionnantes qu'il faut constamment alimenter et qu'il faut abreuver, surtout. Et ça fonctionne. L'armée ottomane va très vite souffrir de cette tactique de la terre brûlée. Elle ne s'en rapproche pas moins de Targoviste, de la capitale. Et le 17 juin, les Turcs sont là, qui campent juste au sud de la capitale. On dit, alors est-ce que c'est la vérité, est-ce que c'est la légende? C'était toujours un peu difficile, l'historiographie de l'époque, Mais en tout cas, il semblerait que Vlad se soit grimé lui-même en ottoman pour aller repérer lui-même le camp turc, qu'il est passé pour un Turc, il est entré, il a observé les Turcs, leur organisation, et pendant la nuit du 17 au 18 juin, ce qu'on appelle l'attaque de nuit du 17 juin 1462, il va lancer d'un coup, c'est une attaque totalement surprise, et c'est contraire à toutes les règles de combat de l'époque, d'attaquer comme ça de nuit, ça aussi Vercingétorix l'avait fait, il va lancer 20 000 soldats
à l'assaut de divers points du camp des Turcs dont il a repéré qu'ils étaient particulièrement faibles. Vous imaginez la confusion du côté des Turcs. Vlad III va même essayer de se rapprocher de la tente de commandement pour capturer Mehmed II. Dans l'assaut nocturne, 15 000 Turcs sont tués. C'est considérable. C'est un quart des forces dont disposait le sultan de Constantinople et 5 000 seulement, un peu moins même de 5 000 du côté valaque. Et au lever du jour, on est comme chez Corneille, n'est-ce pas, et ne les pu savoir jusqu'au point du jour. Au moment où le soleil se lève, le sultan écarquille des yeux horrifiés sur un spectacle qu'il n'avait pas prévu, c'est-à-dire qu'au milieu des ruines, une fois de plus, c'est une forêt de pales qui se dresse avec plusieurs milliers de cadavres, ou plutôt de personnes en train de subir la plus lente et la plus atroce des agonies. La Valachie va être néanmoins, et malgré les talents de stratège de ce grand prince, Vlad III, va être la proie de guerres perpétuelles entre chrétiens et musulmans aux frontières. Le pays subit de forts désordres et l'on peut dire que Vlad III ne se contente pas de faire régner la terreur à l'extérieur de ses frontières, il mène le même type de politique de terreur à l'intérieur. Je reprends le récit de notre légat du religieux Nicolas de Modroussa. Il en tua quelques-uns, dit-il. Alors là, on parle de séditieux, si vous voulez. Il en tua quelques-uns en les brisant sous les roues des chariots. D'autres, dépouillés de leurs vêtements, furent écorchés vifs jusqu'aux entrailles. D'autres, placés sur des pieux. D'autres encore avaient la tête, la poitrine, les fesses ou le ventre transpercés. Enfin, il en oxy d'autres de diverses et féroces manières, les torturant à l'aide de toutes les sortes d'instruments utilisés pour les atroces cruautés que puisse imaginer le plus effrayant des tyrans. On peut dire que le bonhomme est peut-être un bon stratège, qu'il a peut-être une importance géopolitique essentielle dans l'équilibre de l'Europe de l'époque, mais vous ne m'empêcherez pas de penser qu'il avait quand même des mœurs un peu bizarres. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, au vrai Dracula, le terrifiant Vlad l'Empaleur. Eh oui, on est donc au XVe siècle, dans cette Valachie un peu perdue très loin et dont on ne sait pas grand-chose. On a envie de dire tant mieux, parce que ce qu'on découvre à mesure que se révèle la politique, si j'ose ainsi parler, de Vlad III est tout simplement effroyable. Voilà un homme qui a passé son temps à torturer non seulement ses ennemis, mais aussi une partie de ses sujets. Vous verrez que c'est quand même assez effroyable. Alors, ça n'empêche pas, encore une fois, d'avoir bâti des forteresses extraordinaires qui restent aujourd'hui encore parmi les trésors touristiques de cette région de l'Europe. Ça ne l'empêche pas d'avoir mené vis-à-vis de la Transylvanie et de la Moldavie une politique intelligente. Son but était de réunifier les trois royaumes. Enfin, ça n'était pas quelqu'un dépourvu d'une certaine vision, Vlad III, mais alors les moyens employés sont assez effroyables, et notamment cet empalement qui consistait à embrocher les gens par le fondement, qui était une chose absolument épouvantable. Mais il utilisait également la décapitation, il brûlait les gens sur des bûchers, les faisait garrotter, gorger. Il arrivait même qu'il fit plonger ses victimes dans l'eau bouillante. Vous voyez le genre un peu. Alors on se dit, mais pourquoi tant de cruauté? Alors bon, ce serait aux psychanalystes de répondre, mais quand même il y a une réponse qui nous est soufflée par son histoire propre. C'est que quand il était jeune, il a 12 ans, son petit frère était avec lui, il avait 4 ans, Radu. Il a été emprisonné par les Turcs, ce gamin, ce petit prince Vlad. En fait, il faisait partie de ces otages. Vous savez, c'était une pratique très répandue à l'époque. Les princes, en gage de paix, lorsqu'il y avait signature de traité, envoyaient leurs enfants comme otages. Alors, les otages étaient plus ou moins bien traités. En l'occurrence, il semble que chez les Turcs, il était plutôt mal que bien. L'enfant a été plusieurs fois flagellé. Il a subi toutes sortes de brimades. Mais enfin bon, lui n'a pas été torturé. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a passé sa vie, enfin toute cette enfance, à voir des gens torturés sous ses yeux. Est-ce que c'était pour l'impressionner, ou est-ce que c'était parce que tout simplement les Turcs étaient tout à fait habitués à ça? Le fait est que ce qu'il a pu voir des pratiques de ses propres geôliers l'ont sans doute beaucoup habitué et accoutumé à ce genre de torture de toutes sortes. Et cette captivité va quand même durer 5 ans. Son frère d'ailleurs restera encore plus longtemps, et d'ailleurs son frère, ce qui est le plus étonnant, c'est que son frère va être converti par les Ottomans, va devenir lui-même un chef de guerre ottoman, et on va avoir cette situation incroyable du frère Radu qui va prendre lui-même la tête d'un certain nombre d'armées turques
contre son propre frère Vlad III. Mehmed II a donné à Radu, au frère de Vlad, la mission de continuer la guerre contre son frère. Et il va réussir, qui mieux est. Radu lance le dernier assaut des Turcs, si je puis dire, contre Vlad III en 1462. Il a particulièrement bien équipé l'armée ottomane. Il a convaincu les principaux seigneurs de Valachie d'abandonner Vlad, d'abandonner son frère pour le rejoindre. Alors là, quand ses propres barons finissent par l'abandonner, Vlad se trouve dans une situation beaucoup plus difficile. Il faut vous dire que les cruautés dont il s'est rendu coupable n'ont pas dû être pour rien dans le choix qu'ont fait les barons de se retourner et finalement de s'allier, chrétiens qu'ils aient pu être, avec les Turcs, mais avec des Turcs dirigés toujours par ce frère, par Radu, n'est-ce pas? Vlad III est donc défait, il va manquer d'hommes, il va manquer d'argent, il ne peut pas poursuivre la guerre, il va s'enfuir jusqu'en Hongrie pour aller demander l'aide de son ancien allié Mathias Corvin, toujours le roi de Hongrie. Seulement il est arrêté en route. En novembre 1462, c'est Radu, c'est son frère, qui monte sur le trône et qui donc lui succède. Vlad est emprisonné à la forteresse de Visegrad, qu'on connaît bien par ailleurs. Elle a été un lieu d'inspiration important. Et alors, comme si ça ne suffisait pas, on ne sait pas grand-chose de la fin de sa vie. Certains disent qu'il a été emprisonné jusqu'en 1475, d'autres qu'il a été d'abord libéré, tenu à l'écart. C'est assez difficile de le savoir. Toujours est-il que, en 1931, lorsqu'on est allé ouvrir sa tombe, eh bien, on l'a trouvée vide. Il y aurait un livre entier à écrire sur ces tombes de personnages mythiques qui se révèlent vides au moment où on les ouvre et qui évidemment vont dès lors alimenter la rumeur et nourrir l'énigme et le mystère. Les restes humains qui se trouvaient, pour être plus exact, dans la tombe de Vlad III l'Empaleur ne pouvaient en aucun cas être attribués à ceux d'un prince du XVe siècle. Alors, on se dit, où est-il? Et s'il n'était pas mort? Et s'il était immortel? Vous me voyez venir avec mes gros sabots. Du vrai Dracula au faux, il n'y a qu'un pas. Quand même, c'est un petit gouffre des Carpates, mais qu'on va essayer de franchir. Celui qui l'a le premier franchi, c'est évidemment Bram Stoker, qui a trouvé son idée de Dracula dans la célèbre nouvelle Carmilla. Alors, on va venir justement aux inspirations multiples et peut-être plus fortes qu'on aurait pu l'imaginer de Bram Stoker. Il faut dire que au British Museum, Bram Stoker avait lu dans un ouvrage sur la Valachie et sur Vlad III, il avait lu, je cite, « Dans la Valachie, Vlad Tepes, fils de Vlad le diable, se tailla épée au poing un chemin jusqu'au trône où il se maintint par la plus grande des terreurs et par la tyrannie. Il massacra, il empala, il tua aveuglément, pour son plaisir comme sa sauvegarde. » Vous avouerez qu'il y avait là évidemment de quoi alimenter l'imagination d'un grand romantique. Le mythe de Dracula n'était pas né, mais il était, disons, en gestation. De quelle manière l'accouchement va-t-il avoir lieu? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir maintenant. Bonjour Dominique Borde, bonjour Nicolas Caro, merci beaucoup de m'avoir rejoint. Alors avec vous, ça n'est plus le vrai Dracula que nous allons étudier, mais le faux. Mais j'ai presque envie de dire que sa réputation est devenue telle maintenant que c'est le faux qui est devenu le vrai. Avec le train européen des municipales, Europe 1 part à votre rencontre. Le train européen des municipales continue à sillonner la France afin d'aller à la rencontre des candidats et des citoyens et de mieux cerner les enjeux des élections municipales. Vendredi, le 14 février, il sera en gare de Boulogne-sur-Mer dès 10h. Sachez que vous pouvez visiter notre train européen des municipales et découvrir les métiers de la radio avec Jackie Gallois tout au long de la journée et venir nombreux également assister à Europe Midi, votre journal, avec Wendy Bouchard dès 12h30. Prochaine étape du train européen des municipales, vendredi 14 février, rendez-vous en gare de Boulogne-sur-Mer. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Nous sommes au cœur de l'histoire de Dracula cet après-midi avec vous, Franck Ferrand, et vos invités, Nicolas Caro, journaliste à Europe 1, et Dominique Borde, éditeur. Il a édité L'étranger des Carpates de Karl von Wachsmann aux éditions Le Castor Astral. Alors je l'ai entre les mains, cette nouvelle étonnante, L'étranger des Carpates, Der Fremder. C'est assez inouï parce qu'en fait, c'est là que se trouve l'essentiel de l'inspiration, en tout cas des éléments qui vont forger le roman de Bram Stoker et dès
dès lors la légende de Dracula. Nicolas Caro, c'est vous qui m'avez passé cette nouvelle. On partage le même bureau à Europe 1, c'est pratique. Et vous me dites, il y a là quelque chose d'étonnant. C'est un des grands plagiats du 19e siècle, en quelque sorte. Alors, plagiat, non, mais inspiration, sûrement. Et ce qui est intéressant, et c'est pour ça que c'est bien que vous ayez choisi de nous parler de Vlad Tepes dans la première partie, c'est que Bram Stoker, l'auteur de Dracula, a extrêmement travaillé son personnage avec des sources historiques, de vraies sources qui nous parlent de vampires, et y compris de vrais vampires, éventuellement. On y reviendra tout à l'heure. Mais, et donc, L'étranger des Carpates de Waxman, Dominique Borde vous en parlera, mais c'est une des inspirations de Dracula. On peut pas parler de plagiat quand même. Ouais. Mais c'est une des inspirations. Effectivement, on retrouve énormément d'éléments dans L'étranger des Carpates que l'on retrouve ensuite dans Dracula. Alors on va la feuilleter cette nouvelle, bien sûr, on va entrer dans le texte tout à l'heure avec vous, Dominique Borde. Au moment où vous découvrez l'existence de ce texte, c'est que vous êtes en train d'éditer par ailleurs, vous, la petite encyclopédie des vampires de Moquet et Petitin. On est chez Castor, chez Flammarion. Chez Castor Astral. Castor Astral, pardon. Le Castor Astral, la petite encyclopédie des vampires. Oui, exactement. En fait, dans cette encyclopédie qui est destinée à faire le tour d'un sujet par le détail et non plus frontalement, on explore toutes sortes de petites anecdotes et on les pousse à fond. Donc l'idée là, en fait, c'était de vérifier une information qui était celle d'une nouvelle qui serait fausse, enfin une nouvelle, un pastiche de Dracula, mais qui aurait été attribué à un auteur, enfin plutôt, c'était plutôt inconnu. Donc là, moi, je devais juste vérifier cette information et en vérifiant l'information, je me suis aperçu. Vous avez tiré le fil et la pelote est venue. Hein. C'est ça. C'était une quête, une sorte d'aventure assez marrante. Hein. Alors cette quête et cette aventure, vous allez nous les raconter tout à l'heure, bien entendu. Mais avant cela, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est établir un lien, si lien il peut y avoir, entre mon Vlad Tepes, entre mon empaleur du 15e siècle et le personnage de Bram Stoker. Ça faisait quand même longtemps qu'on parlait de vampires. Les vampires peuplent la littérature depuis la nuit des temps, Dominique Borde. Oui, depuis l'Antiquité, pas forcément la littérature. Hein. D'abord, ça a été vraiment dans l'Antiquité. Il y avait beaucoup de dieux et de créatures surnaturelles qui soit suçaient le sang, soit qui étaient immortels, soit qui revenaient à la vie. Toute la mystique du sang, hein, ça d'ailleurs. Oui, souvent. Kérès, Onocelle, les Striges. Ensuite, au Moyen-Âge, on a eu les sangsues avec une obsession des sangsues et quelque chose qui est assez peu connu, mais qui vient du folklore de l'Est, qui sont les morts qui mâchent, c'est-à-dire des gens qui entendaient dans la tombe des défunts, ils entendaient mâchouiller et quand ils ouvraient ces tombes pour une raison ou pour une autre, ils découvraient que les cadavres avaient gratté soit les parois du cercueil, soit avaient le linceul dans la bouche. Et tout ceci ensuite a découlé, a donné, encore une fois, c'était ni littéraire, c'était vraiment plus folklorique. C'est quoi ce phénomène ? C'est parce que c'était des gens qui étaient enterrés vivants et qui se réveillaient un peu trop tôt ? Oui, alors on n'a pas, pour l'instant, il n'y a pas d'études poussées là-dessus. Effectivement, il peut y avoir des cas de catalepsie, ce qui était tout à fait possible. Il y avait beaucoup d'épidémies également. Et les pauvres mangeaient leur linceul parce qu'ils mouraient de faim, quoi. Si ça pourrait être ça, non ? Je sais pas, ou crispé. Il y a beaucoup de rapports militaires sur des cas comme ça parce que ça provoquait une véritable hystérie dans les villages où ça se passait. Une véritable hystérie. Les villageois devenaient complètement fous parce que eux-mêmes tombaient malades. Ils imaginaient que le défunt qui était mort récemment revenait vers eux, donc il était accusé de tout. Donc on finissait par ouvrir le cercueil, on le découvrait dans un état, on lui coupait la tête, on le brûlait. C'était vraiment, des fois on mélangeait ses cendres à du vin et on buvait le vin pour se soigner. Il y avait vraiment quelque chose comme ça. Et vraiment les sources du vampirisme se trouvent dans tout ce potlatch, tout ce mélange d'antiquité, de croyances. Et ensuite ça a été vraiment synthétisé par les poètes tout d'abord, et ensuite par les poètes romantiques comme Byron, et ensuite il y a eu aussi les traités qui ont émergé à la Renaissance pour dire non, ça n'existe pas. Mais finalement, ils disaient pas tout à fait ça, que ce soit Voltaire ou Rousseau. Ils disaient on sait pas très bien. On sait pas très bien. Les gens qui courent dans les rues en disant attention, il y a des vampires partout, il faut s'en moquer de cela, mais ne pas prêter attention au phénomène.
ça, il faut pas le faire. Et c'est exactement ce qu'il dit. Ce qui est étonnant, c'est qu'au XVIIIe siècle, on évoque un certain nombre de cas qui sont considérés comme tout à fait sérieux. Avant de devenir un élément de légende et de fiction, c'est une interrogation, Nicolas Caro. Oui, alors juste sur la mastication, je voulais quand même dire que les villageois avaient quand même un remède. Ils mettaient une brique dans la bouche des cadavres pour les empêcher de mâchouiller. Et on a retrouvé des sépultures avec des crânes, du coup, avec une brique entre les dents. Très récemment. C'était pour les empêcher de mâchouiller. Bon. Et effectivement, on a quelques cas de vrais vampires, si on peut dire, au XVIIIe siècle, notamment celui d'Arnold Paolé, qui est une légende tenace dans un village de la Serbie actuelle, en 1727. C'était un ancien militaire qui avait combattu les Ottomans d'ailleurs, et qui était revenu avec des cauchemars, évidemment, comme tout le monde. Et il racontait qu'il avait même tué des vampires pendant qu'il guerroyait. Et quand il est mort, il est tombé d'une charrette de foin, peu importe, il est mort naturel. Mais quand il est mort, on s'est souvenu de ce qu'il racontait, et il racontait d'ailleurs qu'il avait été contaminé par ces vampires. Comme toujours, quand on combat un vampire et qu'on se fait mordre, on est contaminé, on devient un vampire. Et donc les villageois ont eu peur qu'il soit devenu lui-même un vampire. Et en plus, coïncidence, il y a eu quelques morts en même temps dans la période de sa mort. Et du coup, on a considéré que c'était un vampire. On l'a sorti de son cercueil pour le décapiter. Et évidemment, on a voulu faire les choses bien, mieux vaut prévenir que guérir. On a aussi exhumé toutes ces victimes potentielles pour les décapiter également, pensant qu'elles allaient pouvoir se transformer en vampires. Et ça, évidemment, je pense pas qu'il y avait un vampire là-dessous, mais ça a déjà inspiré un certain nombre de littérateurs, déjà à l'époque. Absolument. Et à cette époque-là, justement, qu'il y a beaucoup de chroniques, en fait. On n'est pas encore vraiment dans la littérature, mais il y a quelqu'un qui s'appelle Dom Augustin Calmet, qui est un bénédictin, un moine un peu rond, comme ça, qui fait penser un peu au moine du nom de la Rose, avec Sean Connery. C'est un personnage intéressant. Je sais pas s'il y a un roman sur lui, mais il faudrait en écrire un. Et qui, lui, écrit la dissertation sur les vampires. C'est un érudit, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, tout à fait rationnel, mais qui enquête sur ces vampires et sur ces apparitions, et ça passionne l'époque, et jusqu'à Louis XV qui envoie le duc de Richelieu, qui est à l'époque ambassadeur à Vienne, qui lui dit va vérifier tout ça et essaye de voir s'il n'y a pas de la vérité là-dessous, est-ce qu'on peut en sortir. Tout ce qui était un peu morbide intéressait beaucoup Louis XV, mais c'est vrai qu'au cœur même du XVIIIe siècle, en 1750 à Paris, il y avait cette étrange rumeur qui a complètement bouleversé la population, et ça a eu des conséquences énormes. Cette rumeur des bains de sang que mesdames seraient censées avoir pris, etc. Donc le sang est très présent dans tout ça. C'est néanmoins sous le feu du romantisme que la légende va véritablement éclore, Dominique Borne. Vous nous avez déjà cité un certain nombre de grands noms. Évidemment, on pense à Lord Byron et à la bande, si je puis dire. Expliquez-nous, dans quelles conditions est né le Dracula de Bram Stoker ? Dans quelles conditions, c'est difficile, parce que c'est quand même une œuvre complètement, qui est démesurée déjà pour l'époque, extrêmement transgressive. Alors ça, en pleine époque victorienne, on ne peut pas savoir. C'est un défi d'imaginer comment ça a pu être publié. Non, il y avait déjà effectivement tout un ensemble de précurseurs, avec Byron qui avait écrit un poème qui s'appelle le Giaour, où le mot vampire est cité. Il y avait aussi le vampire de Polidori qui a longtemps été crédité à Byron et qui parlait expressément d'un vampire, d'une sorte de surhomme, Lord Ruthven. Et ensuite, ça a été aussi repris par Gautier dans La Morte amoureuse, etc. Et par Sheridan Le Fanu, qui a écrit le magnifique Carmilla. Et ensuite, c'est là Carmilla va donner des ailes en quelque sorte à Bram Stoker. C'est difficile de savoir, parce que Bram Stoker était vraiment un écrivain extrêmement, puissant. C'est un écrivain au sens extrêmement large du terme, qui pouvait embrasser une carrière de journaliste. Il a écrit beaucoup de livres. Et c'était également quelqu'un qui pouvait faire énormément de recherches et synthétiser énormément de choses. Et c'est grâce à ça qu'il a réussi, à mon avis, Dracula, qui est vraiment une œuvre magnifique. Et il l'a réussi lui-même. Il s'est inspiré de toutes sortes de choses, mais ça n'a rien à voir entre le livre Der Fremde et Dracula. Il n'y a pas de. C'est même s'il s'en est inspiré, chose qui n'est pas prouvée. Il y a quand même
une grande différence entre les deux. Oui, mais il y a aussi un certain faisceau de convergence et nous allons y venir dans un instant. Vous êtes l'éditeur, Dominique Borde, aux éditions Le Castor Astral, j'ai commis tout à l'heure un impair, de cette petite encyclopédie des vampires de Pierre Moquet et Jacques Petitin. Connaissez-vous l'histoire du comte Dracula qui dormait dans sa tombe et non sur un matelas? Thomas Fersen sur Europe 1, un extrait de Dracula. C'est Dracula qui est au cœur de l'histoire cet après-midi avec vous, Franck Ferrand et vos invités. Dominique Borde, éditeur, il a édité L'étranger des Carpates de Karl von Waxman aux éditions Le Castor Astral, et Nicolas Caro, journaliste à Europe 1. Alors Nicolas, il faut peut-être qu'on dise un mot de cette espèce de folie furieuse qui s'est emparée de tous les scénaristes hollywoodiens, mais aussi britanniques, et puis ça c'est en train de gagner même sur le continent européen maintenant. Pourquoi toutes ces séries sur les vampires? C'est parti du film là, c'est ça, l'entretien avec un vampire au départ? Alors oui, mais c'est vrai que dans la littérature encore aujourd'hui, en plus du cinéma, on a encore une vampiromania. On appelle ça même la bitlit. C'est un genre à part. Ça s'appelle la littérature mordante, littéralement la bitlit. Et effectivement, Dracula de Bram Stoker, donc toute fin du 19e, était tellement riche qu'il abreuve encore les récits vampiriques d'aujourd'hui. Mais il faut quand même réussir à le dépasser. Et le Dracula est tellement dense et riche que c'est compliqué aujourd'hui de trouver des idées. Alors effectivement, c'est de plus en plus alambiqué, de plus en plus tiré par les cheveux. Et il y a eu en 1976-79, je crois, le livre de Anne Rice, Entretien avec un vampire, qui a ensuite été adapté en film avec Brad Pitt, Tom Cruise. Oui, on peut dire tout Hollywood. Oui. Voilà, grand film d'ailleurs, mais elle a réussi, et les films de vampires qui marchent font comme ça, c'est-à-dire qu'ils réussissent à dépasser le mythe de Dracula et aller encore plus loin. Parce que c'est très riche la personnalité d'un vampire depuis Dracula. Avant, c'est assez sommaire. Un type qui a faim, qui boit du sang, point. Depuis Dracula, je caricature, depuis Dracula, c'est quand même beaucoup plus... la personnalité est profonde. Il y a tout un arrière-fond. Dracula est à craindre, mais Dracula est à plaindre aussi. C'est un damné qui sait pas trop quoi faire de sa vie éternelle, qui est un monstre certes, mais qui est amoureux. Enfin bon, c'est quelque chose de très presque profond. À envier parfois. Chez Anne Rice, dans les années 70, c'est aussi très profond. Lestat, le vampire, est un très très méchant, alors ça assez binaire, mais Louis, le vampire de la Louisiane, l'aristocrate de la Louisiane, lui, c'est un gentil, il voulait pas être vampire, pas vraiment. Et au début d'ailleurs, il mange des rats parce qu'il veut pas manger des humains. Et il y a encore un autre vampire, un Français qui s'appelle Armand, qui est joué par Antonio Banderas dans le film d'ailleurs, qui est encore plus compliqué parce que lui, il est vampire depuis 1000 ans, je crois, et donc il est à la fois méchant, mais en même temps, il a compris des trucs. C'est un peu philosophe comme ça, il sait pas trop bien quoi faire de sa condition. Et voilà, et ça devient de plus en plus compliqué jusqu'à maintenant les séries, effectivement, avec True Blood, alors que moi j'aime beaucoup, mais quand même un peu tiré par les cheveux. On a inventé un sang synthétique, donc les vampires peuvent boire du sang sans agresser les humains. Tuer les gens, c'est formidable. Et du coup, ils vivent dans la population, mais ils sont victimes d'un racisme des humains. Voilà. Donc il y a tout derrière en creux, plein de dénonciations, c'est assez intéressant. Alors, il faut que vous nous racontiez, Dominique Borde, comment vous êtes venu à cet étranger des Carpates, à ce mystérieux étranger. Donc en fait, en éditant la petite encyclopédie des vampires, on a découvert, enfin il a été découvert que en 1977 aux États-Unis paraissait un recueil de nouvelles sur une anthologie réunissant les textes qui auraient pu donner source ou inspirer Bram Stoker. Oui, ce qui était dans la mouvance, disons. Oui. Là on était en 77, comme l'a dit Nicolas, on est vraiment au moment où on en parle beaucoup. Et parmi ces textes, tous sont connus, sauf un qui s'appelle The Mysterious Strangers, dont l'origine est anonyme. On sait juste qu'il a peut-être été traduit de l'allemand, etc. Donc là, il est en anglais, ce texte. Il est en anglais. Et il aurait été en fait publié une première fois en anglais dans une vieille revue qui s'appelle Odds Ends en 1960. En 1960, oui. Et bon, il n'y a pas de source, etc. Ce texte est très souvent repris en littérature anglo-saxonne. Il est dans plusieurs recueils. Vraiment, il est très connu. Voilà. Mais toujours anonyme, pas de source, on ne sait pas. Moi, j'ai enquêté donc sur ce texte-là et j'ai découvert en travaillant, en compulsant les travaux d'un bibliographe, d'un jeune bibliographe allemand, qu'il avait trouvé la source de ce texte. Et donc là, j'ai fait une il y avait peu d'informations en sachant que le texte était allemand, qu'il s'appelait Der Fremde.
Et j'ai trouvé que c'était pas un roman, mais que c'était une nouvelle et qu'elle avait vraiment existé. Donc on a découvert un scan de l'original qui était paru dans un gros recueil de nouvelles donc de Karl von Wachsmann. On a lu le texte en allemand médiéval, enfin en allemand gothique, et on s'est aperçu que c'était vraiment le même texte déjà d'une part que l'anglais et que c'était vraiment intéressant. Alors là, on a la source et antérieure à Dracula, très antérieure, un demi-siècle. Alors voire même plus, parce que le recueil de Wachsmann, c'était quelqu'un qui écrivait beaucoup, c'est un écrivain populaire qui publiait énormément dans les journaux. Il a commencé même avant 20-25 ans avant de commencer à publier. Donc peut-être que cette nouvelle-là était parue dans les journaux 20 ans avant. Donc ça ferait même 70 ans. On sera à l'aube du romantisme pour le coup. Hein. Ouais. Et la publication avérée, c'est 1844, c'est ça? Oui, 1844. Et le Dracula de Bram Stoker, c'est de 1897. On est en pleine belle époque, on est dans une autre, évidemment, dans un autre état d'esprit déjà. Que raconte cette nouvelle en quelques mots? Je ne veux pas vous demander de tout déflorer, mais quelle est l'histoire c'est l'archétype vraiment de l'histoire des vampires. C'est comme si c'était le squelette du sujet, hein, en fait. Hein, bien sûr. Une famille de nobles se rend au cœur de la Slovénie, dans les monts Carniol. Ils sont sauvés à leur arrivée d'une attaque de loups par un homme mystérieux. Un peu plus tard, cette famille de nobles veulent prendre contact avec ce mystérieux étranger qui les a sauvés, et là il l'invite chez eux. L'invite est vraiment très importante, et un vampire ne peut pas entrer dans une maison sans y être invité. Voilà, ça fait partie des... Il y a comme ça un certain nombre de listes. Oui, il y a toute une liste de choses qui définissent un vampire en littérature. En quelques mots d'ailleurs. Bon, on connaît la gousse d'ail. Ils sont le crucifix, ça c'est les armes de défense. C'est pas tous les symboles chrétiens. Ça, oui, la gousse d'ail et le crucifix, c'est pour se protéger. Ça c'est une invention de Stoker, par exemple. Voilà. Le crucifix, c'est lui qui a introduit la chrétienté et le catholicisme. C'est juste une parenthèse. Hein. Je ne voudrais pas qu'on la développe trop, mais il n'y a pas de reflet dans les miroirs. Pour les tuer, il faut un pieu dans le cœur. Un pieu ou un poignard à la limite. Pas de reflet dans les miroirs. Oui, ça c'est important. Ça nous arrangerait parfois. Ça c'est pas mal. Ils sont immortels. Oui. Et ça va au-delà. Ils sont aussi généralement nobles, assez beaux, pourvus d'un magnétisme sexuel. Impossible à contrecarrer. Eros et Thanatos. Ouais. Ils sont dotés d'une force surhumaine. Ils craignent le soleil, mais alors pas l'ordre Ruthven, celui qui est de Polidori en 1820, lui ne craignait pas le soleil. Mais depuis Bram Stoker, il craigne le soleil. Faites attention quand même. Alors, dans un cercueil. Ouais, oui, voilà. Ça fait quand même pas mal d'éléments. L'archétype est là. On ferme la parenthèse et nous reprenons, le fil de cette nouvelle. Et donc, en fait, l'une des jeunes filles du comte, de cette famille est séduite de façon inexplicable par ce noble déchu qui vient souvent chez elle, et elle tombe malade. Elle tombe malade et elle dépérit complètement jusqu'à l'arrivée d'un ami qui est un peu particulier, qui commence à expliquer que ça pourrait être une maladie dont il connaît la source, mais il n'explique rien. Il dit: je sais comment la soigner, il faut faire quelque chose en particulier, et voilà. Je vais pas aller plus loin. Non, parce que j'ai envie de dire, la fin d'ailleurs est assez inattendue. On n'est pas du tout chez Bram Stoker là. Non. Mais on est vraiment dans la littérature d'aujourd'hui, des vampires d'aujourd'hui. On est dans la bitlite. Et ça, c'est parce qu'il y a quand même une grande partie de romantisme. Cette jeune fille un peu rebelle, séduite par ce vieil homme, un peu... Il a un côté presque plus chic, je trouve, moi, ce Hatzo von Klatka, en l'occurrence. Ouais. Il commande au loup, par exemple. Hein, il commande au loup, il se déplace très vite. Il a toujours le bon mot. Et il est vraiment sarcastique vis-à-vis de tout ça. Hein. Il y a vraiment des passages savoureux sur le fait que quand on l'invite, après on aura du mal à s'en débarrasser. Lâcher comme ça. Ne le laissez pas entrer chez vous. De beaux esprits, assez intelligents, assez cultivés. Quand on a 200 ans, on a eu le temps de lire quelques bouquins. C'est une des constantes aussi de la figure du vampire. Ils sont toujours nobles et ils veulent marquer cette distance. Alors tout ça, ce sont les archétypes. Nous avons vu tout à l'heure avec vous, Nicolas Caro, les arrière-pensées de certains auteurs, etc. Mais finalement, que représente le vampire dans notre panthéon, dans notre imaginaire? Il est la séduction dangereuse? Il est au contraire une sorte de garde-fou de l'au-delà? Qu'est-ce qu'il est? Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le mélange entre Eros, l'amour, et Thanatos, la mort. Voilà. C'est la séduction, l'érotisme, mélangé avec une noirceur, avec la mort. Et évidemment, c'est la vie éternelle. Mais la vie éternelle a une condition, c'est-à-dire la damnation. Et c'est étrange de constater que toutes ces
vagues de vampiromania qui reviennent depuis le 19e siècle de temps en temps. C'est pas tout le temps, mais de temps en temps. Elles reviennent en général à des moments où on est très en avance scientifiquement. Les vampires naissent donc au 18e siècle, au siècle des Lumières. Et d'ailleurs, Voltaire s'énerve dans un de ses articles en disant mais c'est pas possible que dans notre siècle de science et de rationalité naissent les vampires, quoi. Heureusement qu'il connaissait pas les jeux vidéo, le pauvre Voltaire. Voilà. Merci beaucoup Nicolas Caro. Merci Dominique Borde. Je rappelle donc que vous éditez au Castor Astral L'étranger des Carpates de Karl von Wachsmann, ce livre que Dracula a vampirisé, nous dit le bandeau. Et puis je rappelle également toujours au Castor Astral, la petite encyclopédie de Pierre Moquet et Jacques Petitin. Ça s'appelle La petite encyclopédie des vampires. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck, à la question d'Adrien. Il nous l'a envoyé via le site internet d'Europe 1. Il souhaite savoir pourquoi, avant de citer une personne décédée, on place le mot feu. Eh oui, alors rien à voir évidemment avec le feu qui brûle, avec les rites funéraires d'incinération de tous ordres. Ce terme feu viendrait, semble-t-il, d'après ce que nous disent tous nos bons dictionnaires, et notamment le littré, ça viendrait de faou, qui lui-même vient de fadoudé, du fatutum latin. Le fatum en latin, c'était le destin, et donc ce serait l'origine. Au départ, ce serait un euphémisme qui voudrait dire que la personne a accompli, a rencontré son destin en quelque sorte, celui qui a été destiné en quelque sorte. Bon, sauf qu'il existe une autre théorie et qui moi me convainc davantage. Jusqu'au XVIIIe siècle, dans les registres paroissiaux, on écrivait il fut ou bien ils furent pour dire, au lieu de dire que les gens étaient vraiment décédés. On lit dans les Essais de Montaigne cette phrase: le but de notre chemin c'est la mort, c'est l'objet inéluctable de notre destinée. On fait peur aux gens rien qu'en appelant la mort par son nom, parce que cette syllabe frappait trop durement leurs oreilles. Les Romains avaient appris à l'adoucir. Au lieu de dire il est mort, ils disaient il a cessé de vivre, ou encore il a vécu. Nous en avons tiré, dit Montaigne, notre expression feu maître Jean. Vous savez qu'autrefois feu ça s'écrivait F-E-U justement. Feu, il fut, il feu. Bon voilà. Ce serait l'origine. Eh bien, en ce qui me concerne, je trouve cette explication beaucoup plus convaincante.